sommes à la fin du mois de mars. C'est pas très habituel dans ce pays. On n'est pas au Cameroun de Paul Biya. Et on se demande où est passé le président de la République. On se dit que ce n'est pas tout à fait dans les usages du locataire du Palais du Plateau. Surtout que tout le monde sait qu'Alassane Ouattara est un féru de communication et qu'il met à profit tout ce qui peut exister pour se mettre en valeur. Je prends le dernier exemple, c'était hier, le vice-président de la Suisse, c'était à Abidjan, qui a été président de la Suisse avant. Il est reçu par Thiemoko, le vice-président, mais à aucun moment on aperçoit Ouattara d'une façon ou d'une autre, qui serait venu saluer un hôte quand même important d'un pays qui compte. Et c'est pas à l'image de Ouattara. D'autres exemples, il y a le Conseil des ministres dans le portail du gouvernement, pour le Conseil des ministres qui est prévu. On parle du vice-président, on parle du Premier ministre, Begré Mambé, mais on ne parle pas de Ouattara. Et quand on va sur le portail de la présidence de la République, sur le mois de mars, c'est le vide absolu dans les événements du président. Et on sait qu'Alassane Ouattara est venu de façon assez urgente à Paris le 18 mars. Et depuis le 18 mars, la trace du président disparaît un petit peu dans les limbes. On ne sait pas exactement où il est. Alors, on ne va pas spéculer pour spéculer sur la santé du président. Et je pense qu'au niveau politique, il faut plutôt s'appuyer sur des faits politiques et sur des idées. Et ce n'est pas la volonté du président Gbagbo de prendre avantage de la situation personnelle, privée, éventuellement de santé de Ouattara, mais par rapport au pays, ça commence à poser un certain nombre de questions. Alors, un certain nombre de questions, parce que finalement, nous faisons face à une sorte de présidence qui se fait discrète, qui se fait moins présente, et à une montée en puissance quand même pas du Premier ministre, mais du vice-premier ministre Téné Birahima Ouattara. Donc c'est une nouvelle ère. On a vu une interview que Téné Birahima Ouattara a accordée à Jeune Afrique pour se poser un peu en garant de la sécurité du pays, pour parler des menaces terroristes, etc. C'est une manière de faire de la communication et d'imposer finalement son image à lui, plutôt que l'image du Premier ministre Mambé Begré. Je voudrais qu'on parle justement de l'architecture du pouvoir telle qu'elle se dessine depuis la fin du cycle électoral. Alors, premièrement, Patrick Hachi, qui était pressenti comme vice-président, parce qu'on avait bien vu qu'il avait renoncé à sa nationalité française, se retrouve au perchoir à l'Assemblée nationale. Robert Begré Mambé reste à la primature, mais il est flanqué de Téné Birahima Ouattara qui le lâche pas et qui d'ailleurs est plus visible et auquel on réfère plus aujourd'hui qu'au Premier ministre. Le vice-président est dans les limbes, il n'a pas été reconduit, alors que le cycle électoral qui donnait sa légitimité est passé, mais il n'a pas été reconduit. On ne sait pas s'il y aura un nouveau vice-président. Le Sénat reste inchangé. Qu'est-ce qu'on peut dire, en fait, de cette architecture qui est encore incomplète et qui se dessine devant nous? Elle est à la fois incomplète et contradictoire. Si on dit que le vice-président n'a pas été reconduit, hier, il apparaît dans le site de la présidence comme le vice-président recevant un vice-président d'un pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un deuxième problème, c'est que si M. Ouattara devait, pour une raison X ou Y, céder le pouvoir, quid en Côte d'Ivoire? Puisque la Constitution dit c'est le vice-président. Si le vice-président est un vice-président de fait et non pas de droit, ça pose déjà un problème. Et dans ce cadre-là, quelle est la solution, le plan B? Est-ce que c'est le président de l'Assemblée nationale avec une élection dans les 45 jours? Est-ce que c'est une prise de pouvoir d'un monsieur qui justifiera son surnom? Quand on l'appelle photocopie, si on n'a pas l'original, on prend la photocopie. Bon, c'est un peu léger pour mettre en place une succession d'un président qui est là depuis 2011 et qui a été réélu dans les conditions que tout le monde connaît, qui sont des conditions illégales depuis le 3e mandat. Et aujourd'hui, M. Ouattara terminerait un mandat
ou pendant le cours de ce dernier mandat illégal, ferait en sorte qu'il y ait une passerelle vers un successeur dans des conditions qui seraient elles-mêmes anticonstitutionnelles pour la Côte d'Ivoire. Ou pas, mais aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. On est dans un brouillard absolu. Et à l'intérieur du système, je ne sais pas comment les forces à l'intérieur, on parlait d'Hachi tout à l'heure, mais Patrick Hachi, par rapport à la base politique et d'origine, je ne veux pas employer le terme ethnique, mais régional pour être discret, Monsieur Hachi, il est en dehors des clous. Pas lui tout seul, d'ailleurs, à Djoumani, c'est la même chose, parce qu'ils ne sont pas d'une certaine origine, et c'est pas moi qui le dis, c'est même les gens qui sont dans l'entourage de Ouattara, qui l'ont dit en plusieurs occasions ces dernières années. Donc là, on est dans un flou absolu, qui est dommageable au pays, et l'opinion publique, en général, est dans une espèce d'expectative, dans une position aussi sur le plan économique qui rend fragile l'ensemble du pays et des populations. Je pense d'abord au cacao, mais il y a plein d'autres domaines dans lesquels la population ivoirienne ne se retrouve plus. Mais revenons quand même sur le jeu de chaises musicales, les nominations. Est-ce qu'elles sont surprenantes? Est-ce que le fait que Patrick Hachi soit plutôt au perchoir, que Robert Bogré-Mambé soit toujours là, mais accompagné, est-ce que c'est surprenant pour un observateur ancien de la scène politique ivoirienne? Pour moi, depuis quelques années, plus rien ne me surprend, surtout dans la logique, entre guillemets, de Ouattara. Et les gens que vous venez de citer, que ce soit Mambré ou Hachi, ce sont des gens qui ont évolué, d'ailleurs déjà sous l'époque Gbagbo, et jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il faut se rappeler que Patrick Hachi a été le premier porte-parole du gouvernement Gbagbo en 2000. Quand Gbagbo a été élu en octobre 2000, il a formé un gouvernement, et le premier porte-parole du gouvernement a été Patrick Hachi, qui venait du PDCI, à qui il avait donné d'ailleurs un poste très important dans les ministères, puisqu'il était ministre des Infrastructures économiques, qui est un des plus gros postes dans le gouvernement ivoirien. Et d'ailleurs, ça avait à l'époque créé certains problèmes dans l'entourage du président, dans la vieille garde du FPI, qui voyait d'un mauvais œil quelqu'un qui venait de l'extérieur et qui était déjà propulsé, si on peut dire, à un poste très élevé dès l'ouverture de la mandature de Gbagbo. Et on voit l'évolution de Patrick Hachi depuis, on s'aperçoit que c'est un monsieur qui est corvéable à merci et qui ne sera pas une opposition naturelle forte aux décisions de Ouattara ou du clan fermé des Ouattara. Donc il est hors des schémas de succession. Je pense qu'il est en faire-valoir, qu'il n'a aucune possibilité de s'imposer lui-même, qu'il n'en a pas la capacité, disons, au niveau personnel, d'avoir la volonté de le faire. Bogré-Mambé est dans le même état d'esprit. Ce ne sont pas des gens qui sont capables par eux-mêmes de prendre la décision finale et qui sont placés à des postes où ils ne gêneront pas le noyau dur pro-Ouattara, qui est le noyau dur de Ouattara, Photocopie, Madame Ouattara et quelques personnages du clan. C'est-à-dire ? Bon, il y a quelques jeunes du RDR, le RHDP est une coquille grand public, Mamadou Touré, Cissé Bakongo, et plus beaucoup d'autres, puisque malheureusement, un certain nombre ont disparu dans les dernières années, à commencer par Madougon et Soumaoro. Donc aujourd'hui. Et Ahmed Bakayoko. Et Ahmed Bakayoko, bien sûr, parce que là, lui avait la capacité personnelle d'éventuellement s'opposer dans son intérêt propre. Alors donc voilà, ce sont des choix qui ont été faits, si je comprends, suivre au bout de cette analyse, pour maintenir intactes les capacités de mouvement du clan rapproché du président ivoirien. On remarque également en ce début de quinquennat des disgrâces, et la disgrâce la plus éclatante, c'est celle de Adama Bektogo, qui est certes réélu député, élu député de Yopougon, ce qui n'allait absolument pas de soi, mais qui perd le perchoir et qui fait face à des poursuites judiciaires et
et également à des poursuites fiscales. Est-ce qu'on peut dire que c'est une étoile qui s'éteint, qui pâlit, et que c'est un des candidats à la succession qui a reçu un croche-pied et qui est à terre? Pour moi, Big Togo, dans ma tête, le problème est réglé depuis janvier 2000. En janvier 2000, je sors du bureau du général Gay et je croise un monsieur qui me dit « Vous avez vu le général, etc. » et qui me tend sa carte de visite. Et je fais pas très attention à ce moment-là. Je prends la carte, je lui laisse mon numéro de téléphone parce qu'il est insisté un petit peu, et je retourne vers la voiture de la personne qui m'avait accompagné à la primature, où Gay se logeait à l'époque. On est au début 2000, il s'était pas encore installé au palais. Et en chemin, je montre la carte à mon ami, qui me dit « Mais c'est Adama Big Togo, j'ai grandi avec lui au quartier d'Alas à Adjamé, c'est un petit bandit des rues, etc. » Et ce Big Togo m'appelle 2-3 jours après pour m'inviter à déjeuner à la tour de l'Hôtel Ivoire au toit d'Abidjan. Et je dis à mon ami, ben viens avec moi, parce que toi tu le connais, je ne connais pas du tout ce monsieur, je ne veux pas qu'il me raconte des histoires et tout. Et en arrivant au toit d'Abidjan, je vois ce monsieur Big Togo assis dans un canapé avec la bouteille de champagne ouverte, les verres remplis, un cigare au bec, et qui m'attend de façon très docte, et qui me dit « Monsieur Oudin, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Dès que j'ai vu la scène, je lui ai tendu la main, je dis « Monsieur, nous ne ferons jamais rien ensemble. » Je me suis retourné, j'ai repris l'ascenseur, je suis parti. Voilà, pour moi, Big Togo, ce jour-là, c'était le début et la fin. Et pour moi, le mystère de ce monsieur, c'est qu'il ait été capable d'atteindre les postes qu'il a eus dans le pouvoir ivoirien et d'être encore existant. Parce que Big Togo, ministre de l'intégration africaine, en visite à Bamako avec Ouattara, au moment où éclate un des scandales pour Boko Haram, avec des détournements de fonds faramineux, il est viré du gouvernement par Ouattara et il se retrouve après président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il a fait un certain nombre d'affaires. Au Sénégal, il est condamné à des milliards d'amendes pour avoir détourné des fonds dans la construction de l'université de Diamniadio. Au Sénégal, ça c'est acté. Et en Côte d'Ivoire, le fisc vient de fermer sa société de transport lagunaire. Et il est toujours là, assis au premier rang des réunions, etc. C'est hallucinant. Il est en titane, ce monsieur. Oui, mais il est. Je pense que son avenir est derrière lui. Ça, c'est clair. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est qu'il a eu le marché des passeports ivoiriens sous Laurent Gbagbo. Alors, c'est vrai. C'est Ndaye. Et d'ailleurs, j'avais dit à l'époque, au moment un peu avant avril 2011, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'avais dit, si le président Gbagbo est enlevé d'une façon ou d'une autre du pouvoir, il y aura très rapidement 2 morts. Il y aura Désiré Tagro et Ibé. Ils sont morts en 15 jours. On pourra en reparler une autre fois, mais c'est flagrant. Et la position de Tagro, je pense que depuis les accords de Ouaga et le suivi des accords de Ouaga... Qui était le partenaire à la vie, à la mort, le partenaire, l'expression malheureuse, le partenaire de Big Togo. Qui a été le partenaire de Big Togo et qui était peut-être même la main au-dessus de Big Togo dans cette période-là. Il faudra qu'on défriche ça très bien, mais j'ai suffisamment d'indices personnels pour penser que c'est une des très grandes fautes de Tagro à l'époque. De Tagro, donc, de Laurent Gbagbo, même si son conseiller ne le dira pas. Non, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'en ai parlé avec le président. On a le même avis. Alors, on va avancer, on sort de la politique politicienne, la politique, pour parler un peu d'économie, avec les 2 crises, en fait, qui marquent ce début de quinquennat. Il y a la crise de l'électricité et la crise du cacao qui n'est pas finie. Je sais pas, on peut commencer par la crise de l'électricité, celle qui est la plus prégnante. La Côte d'Ivoire est dans ce paradoxe qu'elle produit finalement assez d'électricité. Elle a réussi à maintenir un bon niveau de production d'électricité avec le barrage de Soubré, avec tout ce qui est production centrale gazière, avec Agreco, Azito, etc. Mais cette électricité produite ne parvient pas forcément dans les foyers parce qu'il y a manifestement des problèmes dans la chaîne de distribution d'électricité. Bon, nous en avons parlé dans une émission précédente avec Fabrice Fuimo, mais c'est un contraste. En général, les pays africains connaissent des problèmes de production. Là, c'est plus compliqué.
Oui, l'électricité, ça me ramène à un souvenir personnel, puisque j'étais gamin, mon père a construit le premier barrage d'Ayamé, et à l'époque, la Côte d'Ivoire, les problèmes de délestage, etc., on ne connaissait pas. Et après, il y a eu d'autres barrages, j'avais cité Soubré, Bouillot, et éventuellement Kossou, qui s'est construit dans des conditions difficiles, parce que le projet n'était pas très viable en l'état, il a fallu le border, entre guillemets, avec Tahabo. Et la Côte d'Ivoire était un producteur d'électricité excédentaire qui diffusait son électricité dans le reste de la sous-région, en particulier dans la zone du Sahel. Et aujourd'hui, de voir la situation précaire de la Côte d'Ivoire au niveau électrique, c'est hallucinant. Et en plus, en Côte d'Ivoire, on a commis, entre guillemets, une sorte de crime. C'est qu'il y avait une société qui s'appelait l'EECI, qui a été découpée. Des bons morceaux, c'est comme c'est une bête qu'on découpe, tous les bons morceaux sont allés dans le privé à des étrangers, en particulier dans la galaxie Bouygues, sans parler du groupe Bouygues lui-même, mais quand je dis galaxie, c'est sans doute la famille. C'est la holding privée de la famille Bouygues. Privée de la famille Bouygues, qui a mis la main sur la compagnie d'électricité, qui était la bonne partie, celle qui récupérait les factures de tous les utilisateurs, alors que l'État se courait derrière pour essayer d'entretenir les barrages, d'entretenir les centrales électriques, d'entretenir les lignes électriques. Et alors, on nous a dit à un moment donné, bon, c'est bon, Bouygues s'en va, il ne contrôle plus la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité, il a cédé à ECP. À ECP qui s'est renommé aujourd'hui Eranov, et donc Bouygues n'est plus là, mais en fait, Bouygues est toujours là. Bouygues, il est là en partie pour une chose précise, il est en amont et en aval, puisqu'il gère le champ Foxtrot, qui alimente essentiellement Azito. En gaz pour produire l'électricité. Pour la centrale d'Azito. Et il a la main. Alors là, il est non seulement, à l'époque, il récupère les factures, mais là, il est à la production et au contrôle de la production. C'est l'acteur, il produit 3/4 au moins du gaz ivoirien. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais pour l'électricité, il est l'acteur majeur. Il est l'acteur majeur. Et c'est un privé. D'un autre côté, le groupe Bouygues a refait l'hôtel de Mastran à Paris. Le groupe Bouygues a refait le 100 boulevard Suchet, qui était le poste économique de la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'ambassade, qui devient un hôtel de luxe où descend le président quand il est à Paris. Maintenant, il y a peut-être des renvois d'ascenseurs ou des choses comme ça. Le groupe Bouygues, les familles Bouygues et Ouattara sont proches depuis des décennies. Les Bouygues étaient au mariage de Dominique et d'Alassane, à la mairie du 16e en août 92, ça c'est acté. Est-ce que justement, on peut vraiment parler sérieusement du problème d'électricité en Côte d'Ivoire sans parler de l'emprise de cette famille, parce que c'est pas un groupe, c'est une famille sur l'électricité, sur l'économie du pays, parce que cette famille a également tiré profit du 3e pont d'Abidjan, même si aujourd'hui elle s'est retirée, l'État a racheté ses parts dans des conditions qui sont opaques. La famille Bouygues, quels que soient les présidents, a toujours été un acteur majeur de la vie économique en Côte d'Ivoire. Vous parliez du pont Houphouët-Boigny, mais pas Houphouët-Boigny, c'était mon père, mais le pont HKB. D'ailleurs, Bouygues a racheté la société de mon père dans les années 70. Donc, c'est des gens qui sont là depuis, comme on dit. Mais leur emprise sur l'économie... Leur emprise, elle est venue à un moment donné. Vous savez, quand vous êtes en relation au plus haut niveau et que c'est une affaire entre des conglomérats financiers et industriels, parce que le Bouygues a aussi une activité industrielle dans le monde, et un groupe politique qui a une mainmise absolue sur un pays, parce qu'on est sorti des limites de la démocratie en Côte d'Ivoire. On a un État dans l'État. On va parler du cacao tout à l'heure, mais on voit comment se comporte l'État actuel de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Ouattara, par rapport à la situation du cacao. Donc, quand vous avez l'agrégation ou la liaison entre des forces de ce niveau-là, on est largement au-dessus de la vie du pays. On est dans des intérêts privés, quasiment privés pour les uns et pour les autres,
Et donc, ce choc d'intérêt privé et de l'intérêt général se fait au détriment des populations ivoiriennes. Notamment dans cette crise de l'électricité. Si on est sérieux, on est obligé d'en parler. Le cacao, c'est aussi un problème, la crise du cacao, qui est une crise ivoirienne et qui est une crise ghanéenne, qui est aussi une crise de la voracité du capitalisme international, qui semble vouloir profiter de cette crise des cours du cacao pour abattre le CCC, donc le Conseil Café Cacao ivoirien, et le cocobot ghanéen. Enfin, donc, l'intérêt n'est pas de critiquer uniquement la partie ivoirienne, mais il faut voir qu'une partie de cette crise est née du choix du président Ouattara de donner un prix de 2800 francs CFA par kilo juste avant l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, on nous a dit à peu près, ça y est, il n'y a plus rien à voir, l'État a racheté tout le cacao qui était en déshérence, mais ce n'est pas vrai, et la crise continue. Pour commencer par la fin, les 2800 annoncés par Ouattara dans la campagne électorale, ce jour-là, devant cette immense foule au Parc des Expositions, c'était un prix électoral. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'autre explication. C'était pas lié à un calcul économique précis par rapport à la situation. Mais le problème du cacao en Côte d'Ivoire, il est prégnant depuis tout le temps. Et c'est pas d'aujourd'hui. Il y a eu, sous Houphouët-Boigny, par exemple, dans les années 80, et ça avait été repris dans un livre par un certain nombre de journalistes français qui s'appelait « La guerre du cacao », qui explique la situation à l'époque, où Houphouët-Boigny disait le paysan borchant, il attend, et on n'arrive pas à lui donner plus, et pourtant les tablettes de chocolat augmentent sur les étagères dans les centres commerciaux européens et américains. Et il a voulu bloquer sa sortie de cacao, et en fait, les utilisateurs de cacao, les grands groupes internationaux, avaient des réserves telles en cacao que c'est Houphouët-Boigny qui a perdu la partie et qui a été obligé de revenir dans le chemin économique que lui dictaient les multinationales à l'époque. Il y a eu ensuite, sous Bédier, un certain nombre de choses. Et moi, j'ai un exemple précis. J'ai pas toujours été conseiller de Laurent Gbagbo. J'ai dirigé des sociétés en Côte d'Ivoire et j'ai été l'adjoint longtemps d'un monsieur qui s'appelait Ahmed Bassam et qui, à la fin des années 90, a monté un système qu'il a voulu vendre, entre guillemets, à Bédier, qui s'appelait la Capagri. C'était une idée pour dire, le problème en Côte d'Ivoire, c'est que plusieurs milliers de personnes en Côte d'Ivoire dépendent du cacao, avec les familles, etc., dans tout le système du cacao. Et il fallait donner un peu de pouvoir à ces gens-là pour leur permettre de vivre. Et il avait voulu créer des comptoirs de cacao dans toutes les régions de Côte d'Ivoire où il y a le cacao, avec une organisation coopérative où il y avait à la fois les gens pour le phytosanitaire, des services scolaires, des services de santé, et pour faire en sorte que les gens qui travaillent dans le cacao en tirent rapidement un bénéfice, et que ça soit... Je peux vous dire, la réaction de Bédier à l'époque a été d'une violence extrême contre Ahmed Ouattara, et... Ahmed Bassam. Contre Ahmed Bassam, excusez-moi. Et je pense que cette guerre-là, cette deuxième guerre du cacao, qui était une guerre ivoiro-ivoirienne, il suffit de reprendre les journaux de l'époque, et c'était un des ferments qui ont conduit au 24 décembre 99. Le coup d'État contre Henri Konan Bédier. Contre Henri Konan Bédier. Et ensuite, il y a eu, sous Laurent Gbagbo, une volonté de refonder et de donner un peu le pouvoir aux coopératives et à des organisations, qui s'est terminée, un exemple, vous êtes aussi bien placé que moi, puisqu'on était à Abidjan ensemble à l'époque, des gens comme, qui vient de décéder, Tapédo et d'autres, se sont, entre guillemets, goinfrés dans le système, au détriment du système du cacao lui-même. Ça a amené des gens en prison, à la demande du procureur. Gbagbo a dit, moi, ce n'est pas moi le responsable de tout ça. Vous avez volé, vous allez en prison. Vous n'avez pas volé, vous n'allez pas en prison. Il les a réunis, il leur a demandé s'ils avaient volé. Ils ont dit, on n'a pas volé. Et comme a dit Gbagbo, ils se sont retrouvés en prison. Parce qu'ils ont joué, parce qu'à l'époque, la Côte d'Ivoire, l'intérêt pour la Côte d'Ivoire, dans la sortie du cacao, c'était le droit unique de sortie. C'est la seule source financière qui allait... Mais aujourd'hui... Oui, mais pour finir avec tout ça, pour montrer qu'aujourd'hui, on n'est qu'à une énième étape
d'un système où le cacao est un petit peu une forme de malheur, entre guillemets, pour la Côte d'Ivoire, parce que à chaque fois, ça revient. À l'époque où Fouet-Boigny avait dit « Oh là là, le pétrole, j'en veux pas », alors qu'on savait qu'il y en avait au large, parce qu'il avait peur que la Côte d'Ivoire devienne un État, entre guillemets, pétrolier, comme le Gabon et tout, et que les gens oublient le reste, et c'est pour ça qu'il voulait fonder le développement du pays sur l'agriculture, et éviter qu'il y ait des petits points comme ça. Mais le cacao est devenu le pétrole de la Côte d'Ivoire, où quelques-uns, à travers certaines filières, s'enrichissent sur le cacao. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil, parce que vous avez des groupements. Quand vous prenez la ligne depuis le paysan jusqu'à la tablette de chocolat, combien il y a d'intermédiaires? Combien il y a d'intermédiaires? Et il y a des intermédiaires qui bloquent à leur profit les moyens financiers ou les ressources financières qui sont nées du cacao. Et vous pensez que le pouvoir actuel n'a jamais essayé de s'attaquer à ces intermédiaires véreux? Il ne s'attaque pas aux intermédiaires véreux, parce que dans les intermédiaires qui sont à prendre la bonne part du cacao, vous avez des groupements. Dans les groupements, vous en avez certains où vous retrouvez le fils de la première dame. Donc, vouloir s'attaquer, on ne va pas se couper le bras. Et tous, il faudrait une forme d'audit. Il faudrait que la Côte d'Ivoire fasse un audit réel de la situation du cacao, parce qu'un pays qui fait 40% de la production mondiale ne peut pas laisser ses paysans disparaître comme ça. Puis il y a un dernier problème pour le cacao, c'est quand j'étais plus jeune, il y avait un rallye automobile qui s'appelait la boucle du cacao. C'est en Annie Belekrou à Bengourou. Aujourd'hui, si on veut faire ce genre de rallye, il n'y a plus de boucle du cacao dans cette zone-là, ou très faible. Tout se fait entre Daloa, Soubré, Méagui, etc., pour descendre sur le port de San Pedro après. C'est d'ailleurs pour ça que le port de San Pedro avait été créé, c'est parce que le cacao s'était propulsé à l'ouest du pays. Alors, merci beaucoup pour ce point. Est-ce que on peut se dire que dans les conditions actuelles, les défis actuels nécessitent qu'il y ait un président qui soit actif et qu'on voit un peu plus? Il faudrait pour les paysans en particulier, il faudrait qu'il y ait un président qui soit présent, qui soit actif dans l'intérêt général. Aujourd'hui, on a un président quasiment fantôme, dont tout le monde se pose la question sur les capacités actuelles, avec derrière lui une succession qui ne veut pas dire son nom, avec un risque potentiel de guerre interne, parce que je vois mal tous les gens dont on a parlé tout à l'heure se ranger directement derrière X ou Y sans vouloir soi-même